Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette 67e émission Innovation et Cross Média, une émission sur le signe du Reboost 2021. Car oui, 2020 a été compliqué. La crise a bousculé les marques, les consommateurs et a mis à l'épreuve les expériences clients et l'avenir reste encore incertain. Pourtant, il faut rester confiant et s'inscrire dans une dynamique optimiste et bien sûr réaliste pour orchestrer le rebond sur 2021. Et c'est donc dans cet état d'esprit que sont mes invités, avec lesquels nous allons décrypter les tendances les plus marquantes pour 2021. Alors j'ai le plaisir de recevoir Thomas Husson. Bonjour, vous êtes vice-président principal analyste du cabinet Forrester. Bonjour. Bonjour. En visioconférence, j'aurai deux invités. La première, Marie-Laure Dubuisson. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous êtes Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes Global Communications and Marketing Director de la marque de luxe française de maroquinerie et de prêt-à-porter Longchamp. Toujours en visioconférence, Omer Weisman. Bonjour. Bonjour Omer. Vous êtes Global E-commerce et Business Development du géant alimentaire, du géant mondial de l'agroalimentaire Danone. Et à ma droite sur le plateau, Quentin Briard, bienvenue. Vous êtes CEO marketing digital et technologie du Club Med, spécialiste mondial des vacances, tout compris haut de gamme. Bonjour. Alors, je vais démarrer avec vous, Thomas, mais avant de parler justement de ces tendances-là qui devraient s'imposer en 2021, on revient un peu sur ce qu'on a appris des mois passés, de la période passée, sur l'évolution des usages des consommateurs, avec peut-être des approches à l'international sur des marchés français versus Europe, Asie, États-Unis. Oui, alors ce qu'on a constaté en 2020 et ce qui va certainement perdurer en 2021, c'est ce que le président de Forrester, George Forrester Colony, a appelé The Big Acceleration. Donc on a vu effectivement une très grande accélération au niveau des usages digitaux, du temps passé derrière les écrans, de l'automatisation, de la bascule vers le cloud. Donc il n'y a aucun doute que ce phénomène va continuer à s'accélérer et on le voit finalement comme toute crise, elle accélère drastiquement et de manière fulgurante des tendances qui étaient préexistantes. Elle les met en lumière et on le voit ne serait-ce que sur les résultats d'un certain nombre de grands acteurs. Pas plus tard que cette semaine, Microsoft a annoncé 43 milliards sur un trimestre, Apple 100 milliards, donc ça renforce effectivement le poids des GAFAM et on va certainement voir davantage une régulation de ces acteurs, pas uniquement en Europe, avec la Commission européenne, c'est vrai aux États-Unis. C'est vrai en Chine aussi avec Alibaba et c'est vrai qu'on a aussi cette bascule, on disait souvent le 21e siècle sera celui de l'Asie, on le voit dans les projections de croissance, c'est l'Asie qui s'en tire le mieux, dans la gestion de la crise sanitaire, c'est l'Asie qui, si on met les quelques mensonges chinois à part, malgré tout c'est quand même la Chine et les pays asiatiques qui s'en tirent le mieux en termes de croissance. Donc ça va continuer à s'accélérer. Et en France, si on met les choses un peu en perspective, je pense qu'il y a encore un peu cette illusion que finalement on est encore dans la gestion de la crise sanitaire et il y a des chiffres un peu paradoxaux. Le nombre de faillites a baissé sur l'année, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé sur le dernier trimestre. Malheureusement, on sait très bien que ça va s'accélérer, qu'il y aura une perte du pouvoir d'achat et que finalement, ça polarise davantage les usages, ça les accélère, mais ça crée aussi des distorsions et du coup, des comportements consommateurs qui sont moins lisibles, un peu plus erratiques, parfois contradictoires. Et c'est pour ça, et je pense qu'on va en parler tout au long de l'émission, il faut mieux décrypter leurs émotions parce qu'il y en a beaucoup qui vont être aussi dans des situations délicates et ça suppose de mieux comprendre ce qui se joue derrière la relation à la marque et l'émotion qu'il faut mieux analyser, mieux mesurer, mieux décrypter pour réellement affiner et anticiper l'évolution des comportements consommateurs. Alors Marie-Laure, justement, est-ce que les clients de la maison Longchamp ont évolué? Et quand on est une maison de luxe patrimoniale, affinitaire comme Longchamp, comment est-ce qu'on adresse ces clients en 2021 et quels sont vos enjeux aussi et vos priorités 2021? Alors, pour Longchamp en 2021, évidemment, c'est une année décisive parce qu'avec ce qui s'est passé en 2020, on a vraiment besoin de rebondir, comme beaucoup d'entreprises du secteur de la mode et du luxe, mais toutes les entreprises en général.
Et en fait, il y a 3 leviers qu'on veut absolument jouer en 2021. Le premier levier, c'est de renouer avec nos essentiels, parce que quand on est en période de crise, où les gens doutent, se posent beaucoup de questions, c'est aussi important de rassurer. Alors, il faut rassurer tout en étant désirable. Et la désirabilité, ça se travaille au travers de nouveaux formats de communication. Donc, je vais vous en parler, et notamment de renforcer le storytelling. Et puis, bien sûr, l'accélération du digital a un impact hyper important sur tout ce qu'on fait. Donc, déjà, premièrement, revenir à nos essentiels, ça veut dire en fait retravailler vraiment qui on est, qui est Longchamp, qu'est-ce qu'on propose à nos clients, c'est quoi notre promesse, comment est-ce qu'on va réussir à créer des points de différenciation pour créer de la préférence sur une marque quand même que beaucoup de gens connaissent, avec un taux de notoriété très important, en tout cas en France. Et dans cet esprit, on a retravaillé la plateforme de marque avec l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble de la société, autour d'un concept. Donc, on a appelé tout simplement Très Paris. On s'est dit, voilà, Longchamp, c'est une marque très internationale qui est allée partout dans le monde, notamment avec son sac Le Pliage, qu'on voit beaucoup dans les aéroports. Mais en fait, au départ, c'est une marque parisienne qui est vraiment ancrée dans la vie parisienne. Et on a vraiment voulu renouer avec ces origines, cette authenticité, cette énergie. Bien sûr, l'idée, c'est de continuer à fidéliser nos clients partout dans le monde, mais en tout cas, voilà, aussi de renouer avec la clientèle française. Et donc, pour cela, nous avons travaillé en 2021 un nouveau format de communication assez inédit pour Longchamp. Je crois que vous l'avez vu, Majda, il s'agit d'un court-métrage de 8 minutes, donc c'était assez ambitieux. Et l'idée derrière, c'était vraiment de créer tout un imaginaire, hein, tout un storytelling qu'on allait en plus pouvoir utiliser de différentes façons grâce au digital. L'idée, en fait, c'était de puiser dans les registres parisiens pour aussi que non seulement les étrangers qui sont fascinés par Paris continuent à l'être, mais aussi s'adresser à la clientèle française et donc éviter quand même les clichés parisiens pour que quand même une cliente française, une cliente parisienne se retrouve dans cette communication. Voilà, on raconte, on essaye d'apporter de l'émotion. On essaye aussi de renouveler le genre. Donc, on a demandé à Clara Luciani de réinterpréter le standard de Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris s'éveille. Donc, c'est cette musique qui alimente et qui anime notre film. Donc, il y a vraiment une référence à une mythologie très parisienne, mais qui est complètement régénérée et en phase avec les attentes du public. Et puis, donc, bien sûr, comment est-ce qu'on utilise cet outil avec le digital? Eh bien, à partir d'un film de 8 minutes, on va créer beaucoup de petits contenus. On appelle ça des contenus un peu plus snacking, parce qu'en fait, les internautes consomment le média de façon très différente en fonction des plateformes où ils sont. Donc, c'est vrai qu'en Chine, sur WeChat ou bien sur Little Red, en fait, ce sont des plateformes, ils ont besoin de formats spécifiques. YouTube a besoin de formats longs, Instagram a besoin aussi de formats très spécifiques. Donc, on adapte en fait notre création et notre créativité aux demandes plus spécifiques des consommateurs dans leur consommation média. Merci. Je reviens sur le plateau avec vous, Quentin. Alors, on le sait, le tourisme est sous tension. Comment est-ce que vous abordez 2021 et avec quelle priorité aussi marketing digital pour accompagner ce fameux reboot, ce retour à la croissance? Nous sommes dans un contexte extrêmement difficile depuis maintenant près d'un an, puisque la crise avait déjà démarré en Chine l'année dernière. Nous sommes volontaristes. Nous avons été privés de liberté depuis maintenant fort longtemps. Et il est évident que dès les premiers signaux positifs qui devraient intervenir dans les prochains mois, l'envie de vacances n'ayant jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, nous nous préparons et sommes prêts à pouvoir opérer dans des conditions de sécurité optimales, tout en préservant l'expérience. Voilà, ça c'est notre motto d'aujourd'hui. En termes de priorité digitale,
On a conservé notre stratégie qui est basée, qui est nommée Happy Digital, qui est vraiment d'améliorer l'expérience client et collaborateur, parce que le digital aujourd'hui peut être considéré, perçu comme une fracture par une partie de la population notamment, ce qu'on a tendance à oublier, au lieu d'être vu comme une opportunité. Et l'innovation ne doit pas être au service de l'accélération du temps. Alors même si on pourra en reparler, on a gagné 5 ans en digital, mais plutôt être au service du progrès. Et c'est ça notre stratégie digitale. En termes d'axes majeurs, on a tout d'abord le fait de pouvoir démontrer et affirmer notre supériorité dans le tourisme, et notamment en période Covid. Et là, en matière digitale, cela nous a énormément aidé à respecter et en tout cas avoir des protocoles sanitaires extrêmement forts. Nous avons bénéficié de l'accélération puisque globalement ces sujets étaient à la roadmap, mais on a dû les accélérer et en 2 mois, on a pu créer des services digitaux qui permettent de stopper d'avoir des coupes-fils ou de mieux gérer les flux, que ce soit dans les inscriptions au spa ou à toutes les activités que nous pouvons proposer. Ça, c'est notre premier axe. C'est vraiment d'utiliser le digital aussi pour améliorer et rendre l'expérience avec un niveau de sécurité maximal. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le direct to consumer, qui est une tendance de fond, qui a été accélérée par la crise Covid. Nous, c'est une stratégie que nous appliquons depuis longtemps, mais qui reste d'actualité. Et notre objectif, c'est d'améliorer les services que nous pouvons proposer à nos clients. Ça a été le cas, par exemple, pendant le premier confinement, où nous avons mis en place un système de téléphonie cloud qui nous a permis, pour le deuxième, même si je dois être tout à fait honnête, il n'était pas anticipé. En tout cas, nous avons pu bénéficier pour le deuxième confinement de cette technologie qui nous a permis, du jour au lendemain, d'installer et en tout cas de maintenir le contact entre nos clients et nos commerciaux, ce qui était extrêmement important. Et puis cet outil nous permet aussi d'améliorer nos performances. Le troisième axe est on a depuis 2 ans changé, ou en tout cas entamé le changement de l'ensemble des outils collaborateurs. Nous arrivons à la fin des gros développements et l'objectif cette année, c'est vraiment de maximiser leur outil. Je pense qu'on reparlera du change management et de la symétrie des attentions entre les roadmaps digitales et les collaborateurs. Mais ça, c'est vraiment une de nos grosses priorités cette année. Et enfin, c'est de profiter de notre empreinte internationale, notre empreinte globale, pour aller chercher les meilleures idées là où elles se trouvent. Et nous avons la chance au Club Med, en tout cas ça a été un travail important des dernières années, d'être implanté partout dans le monde, d'avoir un tiers de clients francophones, d'avoir un tiers de clients asiatiques et d'avoir un tiers de clients qui viennent des marchés matures comme l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne et l'Italie. Voilà nos 4 priorités pour cette année. Merci. Alors, Omer, pour Danone, le e-commerce fait partie des enjeux majeurs de transformation du groupe Danone. La crise a accéléré sa croissance avec une progression, je lisais dans les derniers chiffres, de 30% sur le premier semestre 2020 et une ambition de doubler le CA entre 2019 et 2020 pour atteindre les 2 milliards d'euros, c'est ça ? Quels sont aussi vos enjeux et vos priorités de 2021 pour garder ce cap ? Donc effectivement, Majda, l'année 2020, bon, elle a été compliquée pour nous également. Mais j'ai envie de regarder un petit peu et apporter un peu de positivité dans cette ambiance un peu morose sur effectivement cette accélération du digital, comme vous l'avez évoqué. On avait un objectif d'atteindre fin 2020 2 milliards et donc de doubler cette partie online de notre business. On verra dans quelques semaines lors de l'annonce des résultats si nous l'avons atteint. Mais je pense que 2020 était surtout placé sous le signe de l'agilité, puisque nos équipes ont dû être hyper agiles pour
aller d'un sujet à un autre, de shifter les sujets offline vers les sujets online, évidemment les budgets, les investissements, la customer experience qu'il fallait adapter au nouveau comportement d'achat du consommateur qui a évolué en 2 semaines. On l'a dit, hein, en 8 mois, on a gagné 10 ans sur la pénétration de l'alimentaire au niveau monde sur l'online. Donc pour nous, c'était vraiment l'année de l'accélération sur le e-com. Sur 2021, alors évidemment, on a comme premier objectif de continuer et accélérer double digit sur la partie e-com. C'est clair que c'est un objectif fort, c'est au centre de la stratégie du groupe avec je dirais 3 piliers. Le premier, c'est de continuer à être agile et à aider en fait les pays à accélérer sur cette partie e-commerce. On est un groupe multilocal, donc on a effectivement des équipes dans tous les pays avec des marques très locales, avec des ancrages et des demandes de consommateurs très locaux. Et on a vraiment cette volonté d'aider la totalité des pays à prendre cette accélération du e-commerce grâce à l'aide des équipes globales, bien entendu. Je pense que le deuxième enjeu pour nous, c'est de continuer à accompagner nos partenaires, retailers et autres, sur la transformation digitale. Les aider en fait à mettre en place les nouveaux test and learn, les nouvelles best practices qui se font au travers le monde sur les habitudes d'achat sur l'alimentaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de comportements d'achat différents. On ne va plus faire ses courses en mettant 1 heure et demie sur internet parce que les plateformes ont évolué, les capabilities ont évolué et aujourd'hui, il y a certains sites qui proposent de le faire en 10-15 minutes avec un système de recettes, par exemple, et cetera. L'objectif de Danone, c'est évidemment d'accompagner tous nos partenaires pour cette transformation. Et je dirais que le troisième enjeu, c'est les nouveaux territoires. Le e-commerce, pour moi, c'est pas juste un canal, c'est plein de canaux à l'intérieur du e-commerce. On a le social commerce, le direct to consumer, le B2B e-commerce, les delivery service network, donc les Glovo, Uber Eats, Rappi de ce monde. Et on a une vraie volonté de continuer à explorer tous ces territoires, puisque on va le voir, et je pense que Forrester l'a également souligné, la grosse croissance du e-commerce va également venir de ces nouveaux territoires qui sont très forts en Amérique latine et en Asie du Sud-Est et qui se déploient de plus en plus rapidement en Europe et notamment en Europe de l'Est. Et donc pour nous, en tant que groupe multilocal, l'objectif c'est vraiment d'être là en fait où le client a besoin de nous, a besoin de nos produits. Donc on avait comme objectif d'apporter au plus grand nombre des produits sains. Et aujourd'hui, cet objectif, il est d'apporter au plus grand nombre des produits sains, mais également à travers la multitude des canaux qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Je reviens vers vous, Thomas. On va rentrer maintenant vraiment dans le décryptage des tendances. On sait que les consommateurs sont de plus en plus exigeants et qu'ils attendent des marques qu'elles soient engagées pour s'engager eux-mêmes dans l'écosystème de ces marques. Quelles sont les premières tendances qui en découlent ? Alors, ce qu'on a observé, c'est que la préférence pour les marques qui, effectivement, sont engagées, qui respectent leurs employés, qui respectent la vie privée des consommateurs, qui sont davantage locales, qui respectent l'environnement, elle a doublé. Donc c'est énorme. Alors évidemment, ce n'est pas encore le facteur numéro 1 de choix d'un produit ou d'une marque, hein, ça reste dans bien des domaines le prix, mais la préférence a augmenté et c'est la crise aussi qui a accéléré ça. Et certains secteurs vont être impactés plus que d'autres. On le voit, le contexte d'hygiène et de sécurité qui fait que finalement tout ce que j'ingère, y compris des médicaments, donc le domaine de l'alimentaire, le domaine de la santé, les produits que je vais appliquer sur ma peau, les cosmétiques, les vêtements que je porte, le luxe, tout ce qui est l'univers de la mode, a un impact, c'est très important, c'est logique effectivement de développer des marques durables. Et donc ça suppose d'être authentique, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui est difficile à exécuter parce que pour le faire bien, il faut être sûr de ses partenaires, de ses fournisseurs, il faut les auditer, il faut changer sa façon finalement d'opérer et c'est un changement qui prend du temps, c'est une transformation comme la transformation numérique, finalement la transformation écologique, qui suppose vraiment un engagement des dirigeants mais aussi des collaborateurs et ça c'est délicat à mettre en œuvre. Et cette confiance que les consommateurs mettent dans les marques, elle évolue, elle va de plus en plus vers de nouveaux acteurs qui n'ont peut-être pas l'historique et le legacy à gérer que d'autres ont. Et il y a plein de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants, de nouvelles
nouvelles marques qui font des choses extraordinaires. Là, dans les quelques jours passés, j'ai interrogé pas mal d'acteurs entre C'est qui le patron, Biofutur, Agricole, et dans plein d'univers qui font des choses très très intéressantes. Et il ne faut pas oublier que comme tous les grands groupes, avec la loi Pacte notamment, mais pas uniquement, vont dans cette direction et ont tendance à faire de la surcommunication sans forcément délivrer derrière ni même la surpromesse, mais même la promesse de base de leur marque, ça crée de la défiance. Et on sait que les Français sont particulièrement défiants. On le voit sur certains prismes technologiques, sur la 5G, les vaccins. Donc il faut faire extrêmement attention au retour de bâton qui ne manquera pas d'arriver si on ne délivre pas déjà la promesse de base et si en plus on fait une surpromesse et qu'on n'est pas transparent, qu'on n'est pas authentique dans sa démarche et si on s'expose à une certaine vulnérabilité, faire extrêmement attention, notamment sur les réseaux sociaux, au retour de bâton. Donc c'est vraiment un enjeu de confiance, on l'a évoqué tout à l'heure, et ça passe aussi par un lien direct avec le consommateur et par notamment l'exploitation du digital pour recréer ce lien en ce moment. Alors, Omer, merci Thomas. Omer, justement, quand on est une entreprise comme Danone, un groupe à mission, et qu'on travaille sur le e-commerce, est-ce qu'on peut parler de e-commerce responsable? Comment ça se construit? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est clairement également la mission de Danone, hein. On est la première entreprise à mission du CAC 40. On a notre slogan One Planet, One Health qui nous tient à cœur. Pour nous, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est évidemment sur la transparence. Cette transparence, en fait, on l'apporte comment? Par le contenu. Et ce contenu, il faut qu'il soit le même quel que soit le canal. Donc, c'est-à-dire le contenu qu'on va donner en fait sur les pages produits, etc. Il faut qu'il soit d'une part évidemment transparent, mais également pour pouvoir adresser en fait la volonté aujourd'hui du consommateur de savoir un peu plus sur son produit, pas uniquement le prix et à quoi il ressemble, mais les ingrédients, son Nutri-Score, comment il a été produit, où est-ce qu'il a été fait, etc., etc. Donc ça, c'est une tendance de fond sur la partie contenu et customer experience qu'effectivement, on adresse beaucoup plus facilement lorsque on a la maîtrise de son canal, donc sur le direct to consumer, mais qu'on essaie également d'apporter aux différents partenaires avec lesquels on travaille. Et ensuite, sur la question du e-commerce responsable, je pense qu'il y a 4 piliers aujourd'hui sur le e-commerce responsable. Le premier, c'est le packaging. Donc évidemment, ce qu'on essaye de faire chez Danone, c'est de faire des packaging avec moins d'emballages qui sont dédiés au e-commerce. Le e-commerce est revenu au centre en fait des discussions sur toute la partie supply et opération pour justement permettre en fait d'avoir des packaging dédiés et des assortiments dédiés sur le online. Le deuxième élément d'un e-commerce responsable, c'est l'offre. L'offre, en fait, permettre aujourd'hui aux clients de choisir exactement la quantité qu'ils souhaitent et non pas être poussé forcément à acheter des packs de 12, de 24, de 36, etc. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de retailers qui ont développé leurs capabilities sur la partie online pour permettre en fait de faire ce choix avec des lots virtuels, par exemple, avec des paniers de la semaine, avec des recettes de la semaine. Et en fait, on essaye au mieux d'ajuster les quantités pour éviter évidemment le gaspillage. Troisième élément, c'est la visibilité. C'est mettre en avant les Nutri-Score A et B. C'est essayer d'informer au plus, comme je le disais tout à l'heure, le consommateur sur les différents ingrédients du produit et toute l'histoire du produit. Et évidemment, d'intégrer potentiellement, pourquoi pas, un critère RSE, un critère Nutri-Score dans le ranking des produits sur les sites de nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, ce critère de ranking n'est pas encore établi, mais c'est clairement quelque chose sur lequel on pousse parce qu'on pense que c'est clairement la voie à donner également pour essayer de shifter un petit peu la consommation de consommateurs vers des produits Nutri-Score A et B. Et puis le dernier point, qui est pas que Danone évidemment, mais c'est la livraison. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de livraisons, mais je pense que et les marques et les retailers ont su commencer à s'adapter à ce nombre croissant de livraisons avec deux modèles. Le premier, c'est différents modèles de livraison. La livraison collaborative, le fait que ton voisin peut venir chercher en fait les courses pour toi et recevoir un bon d'achat, le fait de pouvoir avoir en fait des créneaux spécifiques où on augmente le nombre de livraisons et donc les personnes vont à un centre de collecte. Il y a également des retailers comme Picnic qui ont également fait des paniers de la semaine. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur la livraison. Et le deuxième, c'est tout l'écosystème des partenaires tech sur la livraison.
comment est-ce qu'on améliore le last mile delivery. Pourquoi c'est important? Parce qu'on optimise évidemment le temps de livraison, on optimise tous les KPI de la livraison, mais on réduit également le nombre de relivraisons et donc l'empreinte, etc. Donc ça, c'est, je pense, aujourd'hui les 4 enjeux sur l'e-commerce responsable qu'on essaye de pousser, que ce soit en propre ou en partenariat avec les retailers. Merci Omer. Marie-Laure de Longchamp, comment est-ce que la maison Longchamp répond-elle aussi à ces tendances d'authenticité, de confiance dont parlait Thomas? L'authenticité, c'est vrai que c'est une notion fondamentale chez Longchamp. Donc Longchamp, c'est une maison qui a 70 ans, qui est toujours une entreprise familiale, donc qui veut mettre en avant et qui met en avant des valeurs de longévité, de sincérité. Et en fait, nous, on va vraiment aussi mettre en avant notre authenticité déjà dans la façon dont on produit nos sacs. On a un outil industriel qui est français, avec plusieurs ateliers dans la vallée de la Loire, à Angers. Et donc, on a des maroquinières qui parfois travaillent chez Longchamp de génération en génération. Et notre fierté, c'est vraiment de mettre en avant leur savoir-faire et surtout la transmission des savoir-faire. Longchamp est d'ailleurs le label d'entreprise du patrimoine vivant, qui est un label très important. Après, pour revenir aussi sur les produits et sur la façon dont on travaille aussi avec la filière et avec nos producteurs, bien sûr, Longchamp va s'attacher à travailler avec les meilleures tanneries et toutes nos tanneries sont certifiées également. Cela veut dire qu'en fait, les cuirs sont vraiment traités de la manière la plus raisonnable possible. Maintenant, nous travaillons aussi de nouveaux produits, de nouvelles matières. Nous utilisons des polyesters recyclés pour des toiles. Nous utilisons aussi des fils de nylon recyclés. Il y a notamment énormément de nylon maintenant qui est recyclé à partir de filets de pêche, notamment qui sont récupérés dans les océans. Donc ça aussi, ce sont des axes de travail très importants pour nos équipes techniques pour continuer en fait à faire des produits qui vont plaire aux clients, puisqu'à la fin, on vend quand même des produits qui doivent avoir un potentiel de désirabilité et d'émotion très important. Mais bien sûr, on utilise des produits recyclés pour rentrer aussi dans cette dimension plus écologique et plus responsable. Merci. Même question que je vais poser à Quentin. On est passé du service client, de la relation client à une notion qui est extrêmement plus vaste, qui est la considération. Et cette considération, je suis convaincu que les marques doivent se l'approprier autour de 3 thèmes, un triptyque: la considération client, la considération employeur et de ses partenaires, et puis la considération au niveau de son empreinte et de son développement durable. Sur la partie considération client, je vais prendre quelques exemples. C'est parfois tout bête, hein. C'est un confinement, des milliers de clients à l'étranger qu'on doit rapatrier. On ne réfléchit pas, on affrète 10 avions et on les rapatrie. Voilà, ça passe par des choses assez simples, hein, finalement, mais qui doivent être au cœur des valeurs de l'entreprise. La considération client, c'est créer ce qu'on a fait il y a 2 ans, un open codir, où finalement on accueillait nos clients pour leur faire décider avec nous des décisions stratégiques de l'entreprise. La considération client, c'est de les mettre en relation entre eux pour que finalement ils puissent échanger sur leur choix de vacances, les questions qu'ils peuvent avoir sur telle ou telle destination. Sur la considération employeur, pour nous, c'est de continuer à développer ce que nous appelons nos géos. Nous sommes tous des géos. Je vais prendre des exemples, mais j'ai vu quelques géos du Sénégal, de Cap Skirring, qui ont intégré notre village et qui ont fini dans les Alpes françaises à des postes de manager. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au comité de direction générale du Club Med, il y a plusieurs personnes qui ont commencé géo en village. La troisième considération, qui est celle de notre empreinte dans le monde, et là, ça passe par le circuit court. On a de nombreux villages où on a développé avec les agriculteurs, je pense à Bali, on a beaucoup d'agriculteurs autour du village avec qui nous avons travaillé pour justement s'approvisionner en légumes
Ça passe par la construction d'un village, où on a des certifications BREEAM, qui est la certification la plus pointue au niveau environnement. Et puis sur l'opérationnel d'un village, où on a une certification Green Globe. Plus de 90% de nos villages sont certifiés aujourd'hui. Enfin, il y a peut-être un domaine aujourd'hui où beaucoup d'entreprises ont affaire, c'est sur l'e-privacy, qui est la suite du RGPD. Et là, pareil, il y a deux manières de voir les choses. Soit on le prend par la contrainte, on se dit qu'il faut être rentré dans la réglementation, bon, ça c'est une obligation légale, soit on le voit comme quelque chose de positif. Et nous, tout l'enjeu de l'e-privacy, qui arrive avec une deadline en mars, c'est justement d'arriver à créer une value exchange entre la donnée du client et ce que nous, on peut en faire pour que le consentement soit maximum. Et en tout cas, nous, on le considère aussi comme un enjeu de considération compte tenu de l'importance des données personnelles aujourd'hui. Alors, je reviens vers vous, Thomas. L'autre niveau de tendance qui a un niveau plus orienté business porte sur l'omnicanalité, l'hyperpersonnalisation, la data, dans une logique pragmatique, donc héroïste, et tout ça, finalement, qui fait partie de l'expérience client. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces tendances sous le prisme 2021, en fait? Parce qu'il n'y a rien de nouveau en tant que tel. On est dans la continuité. On est dans l'accélération encore, ouais. Et donc c'est aussi, pour pouvoir livrer en omnicanal, le nombre de canaux augmente. Et il y a des nouveaux canaux qui arrivent, on pourrait parler de TikTok, de Fortnite, du live streaming, etc., qui est encore marginal ici, mais il y a de plus en plus de canaux. Les autres canaux ne disparaissent pas, il faut continuer à les servir, donc ça a forcément un impact sur le ROI. Donc après, si on regarde le digital au sens large, quand on parle d'accélération, en France, à fin 2020, si je mets tout ce qui est voyage et travel en dehors de ça, on est à 15%. C'est-à-dire 15% des transactions se font sur le online. On avait prévu, nous, au départ, 12%. Donc c'est incroyable comme augmentation. On est encore un peu en retrait de l'Angleterre. L'Angleterre, ils sont à 25%. Et tout ce qui est, on va dire, non alimentaire en Angleterre, c'est 40%. Donc, et l'Angleterre est devant les États-Unis. Donc après, pour pouvoir servir ça, effectivement, il faut avoir une vue d'ensemble du client, ce qui est éminemment difficile parce qu'on sait que la donnée, elle n'est pas homogène, il faut la retraiter entre les canaux et c'est ça qui est compliqué à faire avant de pouvoir accélérer sur des logiques vraiment d'hyper-personnalisation, d'utilisation de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Il y a un joli discours de façade. Dans la réalité des faits, c'est extrêmement compliqué à opérer parce que les données sont disjointes, il faut les retraiter, il faut les harmoniser. Et c'est tout l'enjeu derrière, c'est la gouvernance de la donnée. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut bien gérer les données personnelles, comme Quentin l'évoquait. Et on sait qu'on est sur un niveau de risque, en fait. C'est risk-reward, c'est-à-dire plus j'utilise des données personnelles, PII, etc., plus le bénéfice est important, mais plus le risque par rapport à la vie privée est important. Même chose sur la complexité des algorithmes qu'on utilise, où finalement, si on est sur des données, des approches relativement simples, d'ABN testing, ça c'est relativement facile à opérer. Dès qu'on monte dans la complexité de l'algorithme et de la gestion, on peut personnaliser davantage, mais on prend davantage de risques éthiques notamment. Donc c'est arriver à trouver pour chaque entreprise, en fonction de sa maturité autour de la gouvernance de la data, placer le curseur au bon endroit. Donc voilà, sur des données personnelles, PII, etc., plus le bénéfice est important, mais plus le risque par rapport à la vie privée est important. Même chose sur la complexité des algorithmes qu'on utilise, où finalement, si on est sur des données, des approches relativement simples, d'ABN testing, ça c'est relativement facile à opérer. Dès qu'on monte dans la complexité de l'algorithme et de la gestion, on peut personnaliser davantage, mais on prend davantage de risques éthiques notamment. Donc c'est arriver à trouver pour chaque entreprise, en fonction de sa maturité autour de la gouvernance de la data, placer le curseur au bon endroit. Donc voilà, sur l'aspect collaborateur, c'est exactement ce que dit Quentin sur la notion de considération. Au Club Med, ils sont en avance de phase par rapport à bien des entreprises. Nous, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, la notion de données, elle est évidente d'un point de vue client, elle n'est pas évidente d'un point de vue collaborateur. Et c'est un vrai problème. Il y a très peu d'entreprises qui mesurent bien l'engagement collaborateur et c'est critique pour tout manager aujourd'hui d'arriver à engager, à motiver, à faciliter la créativité des équipes avec le télétravail qui
continue à augmenter et qui va se généraliser. Donc c'est un enjeu absolument critique. Et c'est finalement, on ne peut pas avoir de double discours non plus de marque. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les valeurs, l'authenticité. Si je reprends, puisqu'on a Danone sur le plateau avec nous, slogan publicitaire d'Activia, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et nous, on a mesuré cette fameuse symétrie des attentions dont on parle sans arrêt. Oui, quand les acteurs mesurent l'engagement collaborateur, on peut faire des corrélations et prouver non seulement que le NPS ou tout outil indicateur de la qualité de l'expérience client et la fidélité client est meilleure et la rentabilité est meilleure. Donc c'est un enjeu critique, managérial, de leadership, d'authenticité, et c'est le nerf de la guerre, c'est le plus important de toutes les tendances dont on parle aujourd'hui, c'est ça qui fait la vraie transformation des entreprises, et sans ça, on ne peut pas avancer, et les entreprises françaises sont incroyablement en retard là-dessus. Juste pour donner un tout petit exemple là-dessus, j'ai posé la question hier au secrétaire général d'un assez grand groupe, je tairai le nom, j'ai dit comment vous mesurez l'engagement collaborateur? Il me dit, on mesure le taux d'absentéisme et le churn. Je dis, vous mesurez le désengagement, vous ne mesurez pas l'engagement. Voilà, juste, je ferme la parenthèse, il y a beaucoup de travail à faire, et c'est le nerf de la guerre pour profiter de la crise, changer les organisations. Merci Thomas, effectivement. Alors, je reviens vers vous, Quentin, dans la continuité finalement de ce que disait Thomas autour des tendances qui s'accélèrent. On parle de data, on parle d'hyper-personnalisation. Ce sont aussi des éléments importants dans vos stratégies d'acquisition qui doivent être de plus en plus héroïstes. Quelles sont les mécaniques finalement vers lesquelles vous allez tendre ou que vous allez accélérer en 2021 ? Alors, pour revenir sur l'omnicanalité, et juste pour vous citer quelques chiffres, le parcours d'un client en Club Med, un parcours d'achat, c'est 100 jours. C'est 11 points de contact, c'est 30 minutes de conversation téléphonique, et ça vous montre l'engagement d'un achat de vacances au Club Med, mais montre aussi la complexité de réconciliation de l'enjeu de ces parcours, raison pour laquelle nous avons travaillé depuis de nombreuses années sur un data lake, mais qui ne répond pas à la totalité, puisque bien évidemment certains de nos clients ne nous confient pas l'ensemble de leurs données, ou il est encore très difficile de réconcilier les parcours cross-device. Voilà. En tout cas, on a mesuré ça sur la majorité de nos parcours, et cela montre bien on n'est pas dans une stratégie de choix. On ne peut pas faire un choix d'aller sur du tout Internet aujourd'hui. La valeur de l'humain est extrêmement importante. On parlait de NPS. Le NPS d'un achat qui se passe dans nos boutiques, dans nos appartements boutiques, est de 70. C'est une valeur qui est extrêmement forte et qu'on continue à développer. L'important pour nous, c'est de continuer à ajouter des canaux de communication qui sont des canaux référents aujourd'hui, comme l'instant messaging, à l'intérieur des canaux traités. C'est d'être présent sur des plateformes qui sont majeures. Je pense à TikTok, effectivement pas en France aujourd'hui, mais je disais tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir une entreprise qui est bien implantée dans beaucoup de pays, la Chine en particulier. Le live streaming en Chine est plus qu'une tendance, c'est une réalité. Nous réalisons énormément de ventes par ce biais, et ce levier est estimé à 400 milliards de dollars, je crois, dans les 2 prochaines années. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Et enfin, pour rebondir sur la symétrie des attentions, ce sur quoi nous avons vraiment travaillé les 2 dernières années ou les 3 dernières années, ça a été de mettre en parallèle nos roadmaps digitales, et j'encourage les entreprises à les mettre dans une carte de transformation pour vraiment se rendre compte du nombre de projets, du nombre d'outils qui arrivent, de les séquencer, de les phaser et de travailler en même temps, avec la même énergie, sur l'évolution des métiers, à quoi cela correspond. Raison pour laquelle nous sommes passés d'agents de voyage, par exemple, à des designers d'expérience de voyage, puisqu'ils intègrent aujourd'hui de nombreux outils, de nombreux projets qui leur permettent de construire un projet de voyage de A à Z, d'intégrer une notion de destination qui est un élément majeur dans le tourisme, grâce notamment aux outils. C'est clair. Omer, en visioconférence,
Pour Danone, le e-commerce, on l'a dit, c'était une alternative dans cette approche omnicanale, puisque le client est omnicanal. Vous avez de gros challenges autour de la data, on en parlait un peu en off, avec des impacts sur les stratégies d'acquisition et plus globalement pour contribuer à ce que vous appelez la décision business. Quels sont-ils ? Donc nous, il y a peut-être 2 points essentiels que je vais ajouter. Le premier, c'est sur l'hyper-personnalisation. Aujourd'hui, un client ne souhaite pas forcément voir la même chose qu'un autre client. C'est-à-dire que lorsque toi, tu vas aller faire tes courses sur un site, tu ne vas pas être aussi sensible que moi à certains types de publicités, à certains types de messages, à certains types d'images. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec nos partenaires, que ce soit en propre ou en partenariat avec les retailers, c'est vraiment de personnaliser cette expérience par rapport au profil de l'acheteur, par rapport à son historique d'achat et par rapport également à tous les insights que nous, en tant que marque centenaire, on peut apporter sur les raisons d'achat. Du coup, on a fait plusieurs tests où si tous les deux on va sur un site internet donné, bah, tu vas avoir une publicité avec un message différent, avec une image différente que celle que moi je vais voir. L'étape d'après, c'est l'hyper-personnalisation dans la promotion. Donc effectivement, le représentant de Forrester disait qu'on n'y est pas encore, que c'est un petit peu compliqué, etc. C'est vrai. En revanche, il y a déjà des tests qui se font à travers le monde sur adapter la promotion au profil de l'acheteur. C'est-à-dire que si un acheteur achète toutes les semaines la même chose, il y a peut-être moins d'intérêt à lui pousser une promotion que si cet acheteur l'achète une fois tous les 6 mois. Donc cette hyper-personnalisation de la promotion va devenir clairement un enjeu majeur des années à venir, notamment par rapport à la data protection, mais également par rapport aux capabilities que les différentes marques et les différents retailers vont pouvoir mettre en place. Merci Omer. Et pour finir avec Marie-Laure de Longchamp, Oui. aussi ces sujets effectivement d'hyper-personnalisation, d'omnicanalité, une priorité pour 2021 pour la maison ? Alors, effectivement, l'hyper-personnalisation, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre sujet, à la fois pour le produit, pour la relation avec le client et, comme le disait Omer, c'est aussi quelle diffusion de contenu pour quel type de communauté. On s'adresse à des communautés différentes qui ont des attentes différentes. Donc c'est vrai que déjà dans les contenus qu'on va diffuser, on va s'attacher à avoir une personnalisation en fonction des plateformes. Je voudrais juste mettre l'accent sur la personnalisation du produit qui, chez Longchamp, est très importante depuis très longtemps. On a en fait un configurateur de produits qui permet donc non seulement de visualiser ce que pourrait être votre produit, mais réellement aussi de le créer. Et donc, c'est une plateforme qui est sur notre site Internet depuis longtemps, mais on peut maintenant y accéder par différents canaux. Et donc, on voit vraiment qu'en fonction des publics, c'est une offre produit qui plaît énormément parce qu'on a la possibilité réellement d'avoir une dose de créativité et d'apporter sa touche personnelle à son produit. Donc pour nous, c'est vraiment clé de continuer à proposer ce type de service ultra personnalisé et exclusif. Eh ben, merci à tous les 4 pour vos retours d'expérience et à bientôt, j'espère, pour reparler de la suite sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup.